Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire « Le dialogue social, un levier pour surmonter la crise ». Tout d'abord, une présentation du réseau ANAC-TARAC. Donc, le réseau ANAC-TARAC est composé d'une agence nationale, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et de 16 associations régionales. Nos missions, promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation et les relations professionnelles, et diffuser les méthodes et outils pour progresser durablement sur la qualité de vie au travail. Ce webinaire vient clôturer la semaine pour la qualité de vie au travail. Cette année, le thème est dédié au collectif de travail, et cet après-midi, nous nous proposons de nous intéresser au travailler ensemble dans le cadre du comité social et économique, instance de dialogue social unique mise en place par les ordonnances 2017. Pour ce partage d'expérience, nous accueillons des représentants de l'association DALIR. Thibaut Fink, représentant de la direction au CSE, directeur adjoint de DALIR. Bonjour. Bonjour. Claire Cordelette, coordinatrice régionale insertion, référente FSE. Vous avez été en tout cas élue CSE suppléante 2018-2021. Bonjour. Et Karine Bonal, vous êtes responsable pôle communication et mécénat et toute nouvellement élue au CSE, puisque vous êtes suppléante sur la période 2021-2025. Alors peut-être un petit détour d'abord par DALIR. DALIR, c'est quoi peut-être? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, l'association DALIR vise à faciliter l'accès aux activités régulières de loisirs pour les jeunes et adultes qui en sont le plus éloignés. Pour ça, on propose un accompagnement individualisé de la personne en partant toujours de sa demande
en lien avec son entourage pour lui permettre d'intégrer de façon autonome et durable une activité au sein d'un club, une association sportive ou culturelle de son choix. Et pour cela, en fait, on s'appuie sur 4 axes. L'axe d'Alir Handicap pour des enfants et adultes en situation de handicap. L'axe du Dalir Santé pour des personnes atteintes de maladies chroniques qui présentent des facteurs de risque. C'est des projets, des dispositifs qui s'appellent DAPAP et Maison Sport Santé. Un dispositif qui s'appelle le dispositif d'Alir Insertion pour des jeunes et adultes en situation d'isolement ou de précarité sociale. Et enfin, une action autour de la politique de la ville avec une action dans les quartiers prioritaires de ville, une action de médiation sociale. Aujourd'hui, notre association est présente sur 8 départements, en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que dans les Hautes-Alpes, et c'est 41 salariés qui sont répartis sur l'ensemble de ces territoires. Merci pour cette présentation de Dalir. Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cet après-midi. Nous vous proposons donc un webinaire en 4 temps. Nous allons alterner les résultats, les éléments de présentation des résultats de la consultation que l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes a menée sur le fonctionnement du dialogue social pendant la crise sanitaire à la fin de l'année 2020, avec le témoignage donc de l'association Dalir. Sur le dernier quart d'heure, nous laisserons la place bien sûr aux questions, et pour cela, nous invitons les participants à utiliser le module questions-réponses en bas de Zoom, et nous répondrons autant que faire se peut aux questions qui nous seront posées. Nous accueillons également donc nos participants, et pour cela, nous vous proposons de répondre à un petit sondage, et donc je vous invite à répondre à cette question: à quel titre participez-vous à ce webinaire? Donc, nous avons quelques résultats, et nous avons essentiellement donc, des personnes qui représentent cet après-midi la fonction RH ou relations sociales. Nous avons aussi des représentants du personnel, des acteurs de la prévention et des directions d'entreprise. Et pour finir, donc une catégorie autre qui est donc non définie, mais on aura certainement des précisions lors des questions. Alors, pour poursuivre ce webinaire, nous allons d'abord nous intéresser à la question du fonctionnement du dialogue social depuis le début de la crise sanitaire. Avant de démarrer, peut-être vous dire que pour l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes, nous entendons dialogue social, l'espace institutionnalisé d'échange, de régulation et de résolution de problèmes, organisé entre direction et représentants du personnel. Cet espace de dialogue social nécessite bien sûr de s'appuyer sur d'autres acteurs tels que l'encadrement par exemple, ou encore les salariés, mais nous nous centrerons cet après-midi sur l'instance CSE. Petit détour donc par notre consultation régionale. Tout d'abord, ce qu'il ressort de cette consultation régionale, c'est que tous les CSE ont été, ou en tout cas, ont fait face à une situation de crise inédite, comme les entreprises, alors même que beaucoup étaient quand même novices dans le cadre du dialogue social. Pour autant, ce qui ressort de cette consultation, c'est qu'il y a eu quand même une mobilisation assez forte des acteurs, et à ce titre-là, ils ont majoritairement, dans les répondants à la consultation, indiqué avoir maintenu les réunions ordinaires d'instances de représentation du personnel, et par ailleurs, ils indiquent également majoritairement avoir plutôt vécu dans la période une augmentation de la charge de travail liée au dialogue social. Cela est particulièrement vrai, en tout cas dans la consultation, pour les représentants des directions d'entreprise.
Cette mobilisation s'est traduite notamment par une augmentation des temps de préparation. Et là, les élus du personnel ont particulièrement répondu, notamment dans les questions de coordination entre élus et salariés. Ils indiquent également avoir augmenté les fréquences de réunions de CSE pour faire face aux différentes priorités liées à la crise sanitaire. Et enfin, ce qui ressort également d'assez significatif, c'est, et qui peut être aussi un déterminant de leur sentiment d'augmentation de charge de travail, c'est le nombre de sujets qu'il y avait à traiter pendant la période, puisqu'il s'agissait à la fois de réorganiser le travail pour assurer quand même la continuité de l'activité, mais aussi prévenir les risques professionnels auxquels les salariés étaient potentiellement exposés. À cela s'ajoute aussi dans la consultation quelque chose d'assez intéressant, c'est le panel, en fait, vraiment la palette de rôles que les représentants du personnel ont exercé dans la période, à savoir qu'ils ont été amenés à recueillir, bien sûr, des informations et aussi alerter les directions lorsqu'ils pressentaient des difficultés dans l'entreprise. Ils ont aussi partagé de façon récurrente, bien sûr, des informations qui étaient très évolutives dans la période, participer activement à la mise en œuvre des mesures de prévention, mais aussi, et ça c'est assez significatif aussi dans la consultation, fluidifier le dialogue social entre la direction et par exemple les salariés lorsque cela a été nécessaire. On regrette cependant qu'il y ait eu, mais cela s'explique par le contexte, qu'il y ait eu peu de travaux d'analyse, alors même que cela constitue quand même un ingrédient assez favorable à la qualité du dialogue social. Alors, toujours dans cette question du fonctionnement, peut-être vous dire que ce que l'on constate au travers de cette consultation, c'est quand même une plus grande articulation des sujets, que l'on peut penser cloisonnés, mais qui pour l'heure, en tout cas au travers de la consultation, ressortent comme étant plus articulés entre les questions de protection de la santé, à savoir la prévention des risques, mais aussi la prise en compte des craintes des salariés quant à leur santé, ou encore les situations spécifiques des salariés dits vulnérables au sens de leur santé, et les questions de performance économique et sociale, puisque tous ces sujets-là ont été traités dans la période que l'on a vécue. Enfin, peut-être, ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est la question quand même des moyens. Et une question qui était posée lors de la consultation, c'était de savoir si les moyens octroyés au dialogue social avaient été aménagés ou en tout cas assouplis. Et il s'avère qu'il y a un petit bémol, puisque ce qui ressort aussi de cette consultation, c'est que la principale adaptation des moyens a porté sur l'effort fait essentiellement sur les moyens techniques, qui peuvent aussi s'expliquer par le fait que, comme les réunions ont été maintenues, il fallait mettre en place des moyens techniques pour permettre la tenue de ces réunions à distance. Nous allons passer la parole du coup à Dalir pour nous faire part aussi de leur expérience dans cette période particulière qu'ils ont vécue également. Peut-être, Thibaut, vous pouvez nous évoquer, peut-être préalablement, un peu rapidement, l'histoire aussi du dialogue social chez Dalir, qui est assez significatif. Alors effectivement, Magali, l'histoire du dialogue social chez nous, ça remonte à 2017, période à laquelle il a fallu qu'on s'organise légalement autour de la première élection, puisque l'association a été créée en 2012 et obligation d'organiser des élections en 2017. Rapidement, les élections ont abouti à une carence de candidats, carence d'élus, ce qui nous a conduit à mener, dès les premiers jours suivant cette période d'élection, une réflexion autour du comment mener le dialogue social quand même et de quelle manière. Et au travers de ça, deux personnes ont souhaité élaborer et co-construire cette idée de la représentation du personnel autour d'une mission qu'on a appelée médiateur du dialogue social, qui aboutissait à la même réflexion autour des échanges possibles entre la direction et des élus, mais qui finalement n'étaient pas élus protégés puisque c'était un statut qui était purement Dalir, mais qui nous a permis d'être une bonne rampe de lancement avec l'obligation d'organiser le CSE dans la foulée puisque c'était 1 an après, et l'obligation de se mettre en conformité avec ça en 2018. Et cette rampe de lancement nous a permis d'imaginer ensemble un agenda du dialogue social, d'imaginer les premiers outils qui sont des outils encore utilisés aujourd'hui, d'imaginer un questionnaire autour de l'évaluation de la qualité de vie au travail chaque année. Et ce qui s'est donc passé en 2018, c'est que ces deux personnes non élues et pourtant représentatives des besoins du personnel,
se sont présentés finalement sur les élections du CSE, et puis ça a été une formalité puisque les salariés étaient déjà habitués à ce fonctionnement-là et à l'approche qu'elles avaient proposée. Donc, peut-être pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est dans cette histoire, c'est quand même que vous avez aussi, je dirais, progressivement construit la représentation du personnel. Et donc, en 2020, donc, arrive la crise sanitaire. Et dans la consultation, on voit qu'il y a eu quand même une mobilisation renforcée des acteurs du dialogue. Comment ça s'est passé concrètement pour Dalir dans cette première période, donc, qui est mars 2020, en fait, Alors, on se retrouve quand même pas mal dans les résultats de l'enquête que vous avez faite, parce que nous, si on doit le résumer, c'est une surcharge importante du travail et de l'énergie à consolider, à maintenir et à évaluer les risques ou à anticiper les besoins autour du dialogue social pendant cette période difficile. Pour résumer, du côté de l'employeur, nous, ce qui a été complexe, c'est toujours trouver le juste équilibre entre organiser les choses et puis rassurer le personnel. C'était le mot d'ordre pendant toute la durée de la gestion de la pandémie, ça a été rassurer. Alors rassurer par des éléments concrets, rassurer par de la présence, par des outils. Par exemple, on a mis en place un système de réunion en visio un lundi tous les 15 jours qui durait entre 15 et 30 minutes, où le directeur de l'association et parfois complété par les élus du CSE présenter différents éléments pour tenir à jour les informations auprès de l'ensemble des salariés en début de semaine. On n'a pas été, nous, du côté direction, trop regardant sur les heures de délégation qui restent des compteurs de notre côté et on s'est bien rendu compte que voilà, on était dans quelque chose d'exceptionnel, donc ce genre de règles pouvait être rapidement contourné pour laisser la place nécessaire aux élus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et puis, le chapeau, nous, on le tire surtout pour nos élus qui, pendant toute cette période, ont été mobilisés, voire surmobilisés, et ont peut-être mis de côté certaines de leurs autres missions, mais c'était pas essentiel, puisque l'essentiel, c'était qu'elles puissent organiser cette représentation du personnel, qu'elles puissent être au contact des salariés, puissent être disponibles aussi pour répondre aux attentes, aux questions, aux sollicitations, aux oublis parfois, si on avait oublié de traiter certaines questions. Et les élus ont vraiment été hyper mobilisés et hyper engagés sur cette période-là. Pour vous, Claire, du coup, pendant cette période, vous étiez donc suppléante au CSE. Quel type de sollicitation vous avez eu de la part des salariés? Alors, on a pu avoir des sollicitations qui étaient plus donc de l'ordre, par exemple, sur le chômage partiel. Ce qui était le chômage partiel aussi, puisque c'est pas forcément évident de savoir quelles étaient les mesures, les conditions du chômage partiel. On a eu aussi beaucoup de sollicitations, alors de façon générale. Après, on a eu des sollicitations plus individuelles. Et sur ces sollicitations individuelles, on a renvoyé à la direction avec qui on avait décidé, ou en tout cas qui était très ouvert à une adaptation pour des salariés qui auraient des problèmes de garde d'enfants, par exemple, ou une connexion Internet mauvaise, ou diverses raisons. Et puis, on a eu surtout des sollicitations qui sont liées à nos activités. Comment mettre en place nos activités, parce qu'on travaille avec l'humain, on travaille avec des personnes fragilisées, donc il y avait vraiment une volonté de la part des salariés de trouver au plus vite des solutions pour continuer l'activité, alors non pas pour faire, mais en tout cas garder tout le sens à nos activités. Ça a été les principales sollicitations qu'on a pu rencontrer sur cette période. Merci. Du coup, quand on préparait le témoignage, je crois que vous avez aussi évoqué que vous avez aussi, dans la période-là, fixé aussi un certain nombre de règles. Vous l'évoquiez un petit peu, Claire, là. En tout cas, il était important pour vous, direction et élus du personnel, de pouvoir fixer un certain nombre de règles communes. Et peut-être Thibaut, si vous voulez préciser cela. Alors, les règles communes, ça a été surtout l'encadrement qui est le mot du moment ou le mot de la période, qui est le télétravail. Et nous, on a plutôt appelé travail à distance.
dans le sens où c'est ce que rappelait Claire, c'est que nos activités, c'est du travail avec de l'humain. Donc, imaginez du télétravail chez soi et recevoir les personnes dans le cadre de leur projet, ça paraissait impossible. Donc, on a plutôt imaginé le travail à distance. Et ça s'est organisé en 2 phases, et un peu comme, je pense, beaucoup d'entreprises, ça a été du travail à distance et du télétravail d'urgence dans un premier temps. Il a fallu protéger les équipes, protéger les salariés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire tout le monde chez soi avec les moyens disponibles. Alors, on a la chance d'avoir quand même des moyens informatiques suffisants, mais quelles activités peuvent être poursuivies à domicile, quelles sont les activités qui peuvent être poursuivies, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la garde d'enfants? Le télétravail d'urgence nous a conduit à établir peu de règles, mais surtout à protéger le salarié, et c'était le leitmotiv de ça au départ. Donc, voilà, beaucoup de bon sens. Et puis, sur la deuxième période de confinement, plutôt en fin d'année 2020, on a réfléchi un petit peu mieux, on était un peu plus mature, on va dire, sur l'utilisation et le recours du travail à distance. Et puis, on a imaginé des règles un peu plus étoffées, surtout dans le cadre notamment de la problématique de la garde d'enfants, puisque télétravailler et garder des enfants en même temps, alors tout dépend de l'âge de l'enfant et le nombre d'enfants, mais ça paraît assez difficile. Et l'idée, c'était d'avoir des règles transparentes, surtout pour pas marquer de différence entre du personnel qui a des enfants et d'autres qui n'ont pas d'enfants, et que les règles soient établies et transparentes pour tout le monde. On a imaginé aussi des outils et une montée en compétence des personnes chargées de manager et d'animer les équipes, donc de réfléchir à comment accompagner les équipes dans le quotidien, comment les rassurer, comment continuer à encadrer leurs activités, mais aussi s'assurer que tout va bien, parce que autour d'un café le matin dans les bureaux, c'est facile de savoir comment tout va bien, ou c'est beaucoup plus facile. Mais au travers d'un écran, d'une caméra qui ne marche pas, parfois c'est un petit peu difficile. Voilà, donc il y a eu cette période de maturité ensuite où du coup on a essayé d'étoffer nos outils autour de ça, en maintenant toujours cette règle stricte qui était la protection de l'activité et des salariés. Claire, peut-être pour préciser sur le sens du travail, en tout cas qui était un peu bousculé, vous aviez évoqué aussi ce risque que vous pressentiez de perte de sens, et vous, en tant qu'élu, vous avez été aussi au plus près de cela. Comment, globalement, vous avez aussi travaillé, alors Thibaut ou Claire, hein, sur essayer de maintenir cet engagement des salariés de Dalir dans cette période-là? Alors, ça s'est fait bon, déjà de façon collective, puisque nous, on reçoit les craintes. Donc, en effet, sur eh bien, la perte de sens, c'était important, parce que quand les collègues perdent le sens, quand on perd le sens, c'est compliqué évidemment de mener des actions. Du coup, ça s'est fait vraiment de façon collective et de façon un peu par étapes. Ce premier confinement donc strict nous a permis de rebondir, de trouver, de chercher des outils, des façons de faire qui peuvent être au plus proche de nos publics, en sachant que on a été heurtés forcément. Alors il y a eu des frustrations puisqu'on a été heurtés sur ce qui pourrait paraître des détails pour nous, l'informatique, mais qui peuvent être un vrai obstacle pour les publics qu'on accompagne. Donc il a fallu inventer, réinventer, remodeler, et puis en suivant aussi les mesures sanitaires qui, au fur et à mesure aussi, ont été changées, et cetera. Même en renforçant parfois des mesures sanitaires de notre côté pour vraiment être, ce que disait Thibaut, la sécurité des salariés. Et donc ça a été, voilà, collectivement, on a essayé de trouver des solutions pour que tout le monde trouve un sens au travail à accomplir. Et pour compléter ce que dit Claire, c'est vrai que du coup, la volonté du conseil d'administration par la voix du président, et puis également portée par la direction, c'était d'aller le plus tard possible vers le recours au chômage partiel. Puisqu'on a eu la chance, et on a la chance d'être dans un secteur d'activité un petit peu protégé, puisqu'on a bénéficié de différents plans de relance et de différents allègements qui nous ont permis financièrement de passer la crise de manière peut-être un peu plus facile que d'autres secteurs d'activité. Et pour autant, l'idée, c'était de se dire l'utilisation du chômage partiel qui était facilité et qui aurait pu s'imaginer, ce n'était pas d'y avoir recours trop vite, parce que
parce qu'on ne voulait pas un décrochage de nos activités, un décrochage de nos bénéficiaires. Et donc, on a eu recours à l'axe de formation, puisque par la force des choses, le plan de développement des compétences de 2020 a été suspendu. Et en parallèle de ça, on a pu monter, grâce à notre OPCO, l'AFDAS, on a pu mettre en place ce qui s'appelle le FNE. Et dans le cadre de cette activité partielle, au lieu d'avoir de l'activité partielle pendant des jeudis entre mai et juin, du coup, on a transformé les choses et on a organisé les jeudis de la formation, avec l'idée que chaque salarié était volontaire ou non, mais en tout cas avait la possibilité de participer à ce qu'on appelait un parcours de formation, puisque l'idée, ça n'a pas été de choisir des formations faciles, l'anglais, l'informatique, etc., mais c'était plutôt de proposer des choses aux salariés et qu'ils en disposent en choisissant 1, 2, 3 modules pour aller jusqu'à 8 jeudis qui étaient les jeudis de la formation. Et ça, c'est vrai que ça nous a permis à la fois de maintenir les salariés dans une motivation importante par rapport à la vie d'équipe et au travail, et puis aussi, surtout, de leur permettre de développer de nouvelles, peut-être pas de compétences sur peu de jeudis, mais en tout cas de nouveaux axes et de nouveaux questionnements qui, dès la reprise de l'activité ensuite, ont pu se faire ressentir. Et si j'ai bonne mémoire, en tout cas, vous aviez aussi, dans le cadre du CSE, en tout cas en début 2020, avant que la crise arrive, défini un agenda social. Donc, je fais l'hypothèse que celui-ci a été largement bousculé par la crise sanitaire. Peut-être, Claire, comment ça a été, vous avez retravaillé les priorités, quelles priorités, du coup, vous êtes fixées dans cette nouvelle période un peu inédite, en tout cas? Donc, en effet, l'agenda social établi en début d'année a été fortement bousculé. Cependant, nous avons souhaité garder 2 priorités à traiter sur l'année, qui sont le télétravail, le sujet du télétravail, en faisant bien attention de distinguer en effet le télétravail forcé, enfin en tout cas peut-être parfois subi, avec le télétravail, comme on peut l'entendre, en tout cas ce qu'on n'a pas vécu en mars, puisque c'est quand même assez différent. Et puis, on avait un autre sujet qui était beaucoup plus cadré dans le temps, qui était sur le référentiel métier, pardon, le nom m'échappait, de l'association. Donc pour ça, on a organisé 2 causeries. Donc encore une fois, on a associé toute l'équipe à participer à cette réflexion, ce qui a donné bien un état des lieux, un compte rendu, un diagnostic pour pouvoir, qui permettra d'avancer sur ce sujet, en tout cas de prendre la mesure de l'équipe pour voir un peu comment était perçu le télétravail et puis de retravailler le référentiel métier de l'accord d'entreprise. Merci. Peut-être Karine, en fin 2020, alors vous n'étiez pas encore élue au CSE, mais en tant que salarié, comment vous avez perçu les choses dans cette période-là? Pour le coup, j'ai le sentiment qu'on a été plutôt très bien accompagnés, tant par la direction que par les membres du CSE. Il y a vraiment eu à la fois cette écoute et ce côté justement un peu accompagnement individualisé, pour le coup, en interne, à l'écoute des différentes problématiques des salariés. Et puis, finalement, un petit peu les actions qu'on a pu mettre en place pour pallier à la crise sanitaire à destination des personnes qu'on accompagne ont permis de créer, voire même renforcer du lien entre des membres de l'équipe. Il ne faut pas oublier qu'on est présent sur 8 départements, qu'entre Gap et Aurillac, les déplacements habituellement sont peut-être pas si fréquents que ça, et que pour le coup, les actions en visio ont permis finalement de renforcer un peu plus les liens entre les membres de l'équipe. Donc ouais, le contexte était pour le coup plutôt dégradé, mais a permis par contre d'imaginer des choses et qui aujourd'hui peuvent même tendre à se pérenniser en fait à ce niveau-là.
Donc voilà, une expérimentation qui donne lieu aujourd'hui finalement à des choses peut-être un peu plus concrètes et un accompagnement en tout cas sur le sujet en tout cas du dialogue social, des problématiques qu'on a pu faire remonter de façon transparente et une vraie disponibilité, une écoute en tout cas qu'on a pu trouver en face. Merci. On va passer maintenant à notre deuxième sujet. C'est effectivement le sujet de la qualité du dialogue social, hein, puisque la crise sanitaire a été pour nombre d'entreprises un révélateur, en tout cas a exacerbé soit des fonctionnements satisfaisants, soit au contraire des dysfonctionnements. Et c'est un peu les questions qui étaient posées au travers de la consultation. Alors, ce qui ressort de cette consultation, c'est que on a plutôt eu un écart, en tout cas de satisfaction, qui était assez important entre les représentants du personnel et les représentants des directions avant la crise sanitaire. Et plus largement, ce que l'on note aussi au travers de cette consultation, c'est plutôt une tendance à une dégradation des relations. Alors, au sein du dialogue social entre direction et représentants du personnel, mais aussi dans la relation entre encadrants et salariés. Alors, cela s'explique nécessairement parce que l'encadrement dans la période aussi a été fortement mobilisé, mais n'a pas toujours eu les outils adaptés et les conditions du management à distance n'ont pas toujours été évidentes. Quoi qu'il en soit, cela pose pour nous la question des conditions d'exercice du dialogue social depuis le début de la crise sanitaire, qui potentiellement ont pu amener à des tensions relationnelles. Et plus largement, cela pose aussi la question de ce qui fait qualité du dialogue social, c'est-à-dire les ingrédients d'une qualité du dialogue social, puisque la période ayant exacerbé cette question-là. Du coup, on a aussi, alors excusez-moi, il y a un petit décalage sur le support. Ce qui ressort aussi de la consultation, ce que l'on demandait en tout cas à nos répondants, en tout cas aux personnes qui ont bien voulu répondre à cette consultation, c'est de pouvoir nous dire s'ils avaient, au travers de la crise sanitaire qu'ils venaient de vivre, des besoins en outils et méthodes pour traiter un certain nombre de sujets, notamment des sujets émergents. Vous en avez parlé là au travers du témoignage de Dalir, notamment par exemple le télétravail. Mais pas que, il y a encore des questions d'organisation du travail et de conditions de travail, des questions de reconnaissance aussi, et des métiers, des compétences exercées aussi dans la période qui sont plus prégnants suite à la crise sanitaire, ou encore des questions de relations sociales et de travail au sein des entreprises. Donc dans cette période, on a posé donc la question des besoins et il s'avère qu'effectivement nos répondants à la consultation ont bien confirmé qu'ils avaient des besoins pour monter en compétences à la fois en termes d'outils et de méthodes, à la fois pour traiter les sujets émergents, mais aussi pour négocier des accords collectifs en entreprise. Paradoxalement, les acteurs qui ont répondu à la consultation nous indiquent ne pas nécessairement avoir fait de retour d'expérience interne pour tirer les enseignements de cette période-là, du travail de dialogue social. Et ça nous questionne parce qu'on se demande si finalement il n'y a pas à travailler d'abord prioritairement sur la capacité des acteurs à se parler de leur dialogue social. Ce qui pour nous invite à dire, décidément, pardon, ce qui nous invite à dire que pour s'emparer désormais de ces sujets-là, en tout cas, et de ces nouveaux sujets qui émergent, il y a des enjeux, en tout cas pour les CSE, à soigner la qualité des relations, bien sûr, tirer les enseignements de la période écoulée, qui est particulière, mais quand même qui a exacerbé les choses et donc de manière significative peut donner à voir aux acteurs des priorités, pour à la fois répondre aux besoins, alors des salariés, mais aussi des acteurs du dialogue social eux-mêmes, et ainsi permettre de s'emparer des sujets émergents. Alors, peut-être on revient à nos invités, Dalir. Du coup, vous avez, quels ont été, alors peut-être je vais me tourner vers vous, Thibaut, en priorité, sans faire vraiment, en tout cas, un bilan, pour vous, quels seraient ou quels sont les ingrédients du dialogue social, alors au sein de Dalir, qui vous ont permis de dépasser les difficultés dans la période? Alors, on va dire les quelques ingrédients parce que c'est difficile de faire une liste exhaustive et on ne se sent pas légitime pour ça. Mais en tout cas, nous, ce qui a bien marché, et on l'a vu tout de suite, c'était une transparence totale face aux informations, avec l'idée derrière tout ça qu'il n'y avait pas de sujet tabou
Et on l'a compris très tôt dans notre organisation, puisqu'au départ, classiquement, les informations transitent par des managers ou des animateurs territoriaux qui sont chargés de décliner des messages ou de faire suivre des règles de conduite, des règles en rapport avec le travail. Là, l'idée, ça a été de tout centraliser et d'organiser autour de ce que je disais tout à l'heure, la petite intervention du lundi matin, 30 minutes, 9h, 9h30, sous un format visio où les salariés en poste sur le lundi pouvaient se connecter sur un format Zoom, et où l'intervention qui était faite principalement par le directeur se déclinait autour de 3 axes. Et il abordait systématiquement ces 3 axes. L'axe économique, la santé ou non économique de la structure, rassurer tout le monde sur ce plan-là, parce que c'est rassurer les emplois, rassurer le salaire, etc. L'axe social, en rapport avec les activités, et donc c'est ce que disait tout à l'heure Claire, on s'appuyait sur nos référents de thématiques pour présenter ou identifier les points d'ancrage et les points de difficulté au travers de notre activité et des différents axes. Et enfin, un axe sanitaire pour présenter les règles de conduite à suivre, etc. Et l'important, ça a été toujours de décliner ce message de la même manière, d'apporter des informations nouvelles, de pouvoir apporter aussi parfois quand on n'avait pas la réponse. Et ce temps était toujours suivi d'un appui, parce qu'on s'appuyait sur les équipes, évidemment, on s'appuyait sur les managers qui, eux, allaient chercher, et ça, c'est lié à notre cœur d'activité, qui est l'accompagnement individuel des patients, des personnes porteuses de handicap. Mais l'idée de l'accompagnement individuel se poursuivait jusqu'aux salariés, puisque l'idée, c'était qu'il y avait toujours la possibilité, s'il y avait des aménagements, des questions, des réflexions, des points de difficulté individuels, d'aller rencontrer son manager ou la personne qu'on côtoie tous les jours et qui est chargée de faire remonter ça, pour pouvoir traiter toute une forme de demande individuelle particulière sur lesquelles c'était difficile d'anticiper. Donc voilà, le premier axe, ça a été l'organisation de ces vidéos-là, format en direct, format enregistré, parce que Zoom le permettait, et le format enregistré était à destination des personnes qui étaient absentes ce jour-là, avaient posé un jour, ne travaillent pas le lundi pour les temps partiels, etc. Et le deuxième point, ça a été de faire participer aussi le président, de faire participer aussi d'autres personnes sur ces vidéos-là pour dire, voilà, la direction assume des choses, mais fait participer l'équipe, et c'est une autre forme de message. Et puis, ça a été également aussi la mise en place d'une foire aux questions. Alors, toute bête, sur un outil partagé, les salariés pouvaient poser des questions, le CSE pouvait répondre, un autre salarié pouvait répondre, ou la direction apportait des éléments de réponse. Et puis, avoir un effet un peu en direct, voilà, sous un système de chat, et rassurer tout le monde. Tiens, j'ai entendu ça, je vous en fais part. Voilà, nous, on fait une réponse, ou alors on n'est pas capable de faire une réponse, et on fait une réponse plus étoffée sur la réunion ou sur la vidéo suivante. Voilà, donc pour résumer, la clé, ça a été, on a toujours beaucoup préparé les messages. Alors, on a passé plusieurs dimanches soirs à préparer ces messages-là pour choisir les bons termes, le bon vocabulaire, la bonne manière d'aborder les choses, pour éviter des effets de non-compréhension, d'incompréhension qui auraient pu voilà, amener à des choses plus difficiles à gérer ensuite sur cette gestion à distance de la crise. Merci. Et du coup, de votre point de vue, Claire, en tant qu'élue du personnel? Alors, si on peut parler d'ingrédients, en tout cas, il y a eu beaucoup d'écoute et de réactivité dans ce dialogue social. Ce qui a permis aussi, ce que disait Thibaut, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais en effet, ce qui a permis de pouvoir répondre à des questions, donc forcément quelque part de rassurer. Et puis, ensuite, il y a eu, alors c'est assez étonnant à dire, de notre côté, mais il y a eu beaucoup de choses assez positives, bien que, voilà, il y a eu des réunions beaucoup plus soutenues, du CSE, donc forcément une disponibilité, et cetera. Cependant, ça nous a permis aussi de tester, des façons de faire, en termes de ce que disait Thibaut, une foire aux questions, enfin, d'essayer d'inventer des nouveaux outils, pour garder ce lien et peut-être, oui, pour garder ce lien et ce qui a procuré aussi une meilleure compréhension, de la part des collègues de ce qu'était que le CSE, en fait. Donc moi, je trouve que c'est un point très positif.
Et c'est vrai que ça a été, du coup, pour nous élus, quelque chose qui a eu son importance et pour laquelle après on a pu, du coup, un peu plus rentrer dans les détails du CSE. Et c'est vrai que cette crise sanitaire a vraiment révélé pour les collègues ce qu'était vraiment le dialogue social, comment ça pouvait se gérer. Donc ça, c'est plutôt un point assez positif. Et donc son utilité aussi pour des salariés qui finalement, vous l'aviez partagé, hein, Tout à ne fait. percevaient pas nécessairement ce que cela recouvrait le CSE et l'utilité qu'il a en tout cas dans l'association d'Alir. Tout à fait. Très bien. Peut-être une précision là pour les personnes qui participent au webinaire. La consultation est disponible, hein, puisqu'un document, la consultation régionale, donc sur le dialogue social pendant la période de crise sanitaire, est disponible dans un format documentaire, l'ensemble des résultats. Et je crois que vous pouvez bénéficier du lien via le chat. Vous avez le lien pour télécharger le document, puisque je crois que certains d'entre vous le demandent. Peut-être sur cette dernière partie de témoignage, c'est plutôt de se centrer sur vous, Dalir, puisque vous avez vécu en tout cas le renouvellement de l'instance après la période, on va dire, en tout cas importante de crise sanitaire 2020. Donc vous avez renouvelé l'instance et en même temps, je crois savoir que vous aviez une crainte ou en tout cas une appréhension de revivre ce que vous aviez vécu lors des premières élections de CSE, donc la carence. Et je serais intéressée, et je pense nos participants aussi, d'entendre comment aussi vous êtes mobilisés, direction et élus, autour de cette question du renouvellement de l'instance au sein d'Alir. Alors effectivement, une petite crainte parce que le climat a été intense, la gestion a été intense et ce qui s'est passé, c'est que les élus, fin d'année 2020, préparaient le terrain à un départ de leur fonction. Alors, elle le confirmera ou non tout à l'heure, hein, on a la liberté de répondre, évidemment, Claire, mais l'épuisement ne venait pas de l'année passée. Hein. L'épuisement, c'était le sentiment d'avoir fini un cycle de 4 ans déjà, puisque si on reporte aux premières élections et au premier format de la représentation du personnel, on était déjà sur la fin d'un cycle de 4 ans. C'était aussi, de mon point de vue, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était l'envie de laisser la place à une autre équipe, à une autre forme de dialogue, à une autre approche, voilà, pour constamment peut-être innover, etc. Et puis, c'était lié au fait, alors sans rentrer dans les détails, à une absence personnelle de l'une des élues pendant plusieurs mois pour une très bonne nouvelle, mais qui du coup avait le sentiment de devoir céder sa place parce que du coup, il fallait que le dialogue soit maintenu. Effectivement, de notre point de vue de la direction, la crainte, ça a été de se dire mais on ne veut pas revivre ce qui s'est passé en 2017 avec une carence. On avait un peu tâté le terrain conjointement avec le CSE pour savoir s'il n'y avait pas des salariés qui voulaient reprendre le flambeau. Peu de personnes tapaient à la porte, c'était pas dans les envies. Alors ça s'explique comment, je ne sais pas tellement, mais on a une moyenne d'âge autour de 33-34 ans. On a des salariés qui sont très éloignés de la question de la représentation du dialogue social et puis qui se sont laissés aussi, pour certains, avec de l'ancienneté, laissés porter par l'équipe en place et qui ont trouvé ça très bien de se dire que peut-être qu'en ne me présentant pas, l'équipe en place va continuer. Et puis aussi par l'éloignement géographique des équipes, puisqu'on a des équipes éclatées. C'est des sites où il y a 3, 4, 5, 8 personnes, mais il y a des sites où il y a 2 personnes. Et cet éclatement-là ne facilite pas aussi l'envie de s'investir dans ce genre de mission. Et donc, du coup, avec ces éléments de crainte, on a dit au CSE, mais nous, on a besoin de quelqu'un. On peut effectivement lancer des messages, parler de notre intérêt pour la mission, de dire que la direction, c'est des gens gentils, mais ça ne suffisait pas. Donc, on a dit aux élus CSE, vous avez carte blanche, allez-y, vous êtes innovants, vous avez des idées, donc allez-y, vous avez carte blanche et il faut qu'on continue ce qu'on a mis en place d'une manière peut-être différente, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une continuité sur la suite. Et du coup, pour vous, Claire, peut-être concrètement, nous dire comment vous avez procédé dans cette phase de transition?
Alors concrètement, si je refais un petit historique avant cette phase de transition, on avait quand même essayé beaucoup de choses, des temps forts, consacrés au CSE sur des séminaires, des mails, des rencontres, donc sur les territoires. Bon, on a bien vu que, c'était pas forcément, ce qui pouvait un peu, happer les choses et puis on a assez vite compris qu'en effet alors, bien que, sur la gestion de la crise, il y a eu une petite prise de conscience des missions du CSE, mais justement on a surfé sur cette, vague, de prise de conscience pour continuer et on a décidé, donc avec, Louise, la titulaire, de faire une petite vidéo. Heu, le format correspondait bien à notre situation. Thibaut parlait d'éclatement des équipes sur les territoires, donc une petite vidéo, ça peut se voir de tout le monde. On n'est pas obligé d'attendre de se retrouver et on a fait ça sous la forme de, je sais le CSE, c'est pas sorcier. Voilà. Une petite forme ludique, il y avait 2 objectifs, hein, pour, essayer de désacraliser ou en tout cas faire tomber certaines représentations qui consistent à dire que le CSE, ce n'est que dans du conflit. Et puis, essayer d'engager des échanges. Donc à la suite de cette vidéo qui a été, donnée à tous les salariés, on avait, programmé un temps d'échange, sur lequel, qui voulait, venir, venait. Mais, et on a eu, en effet, on a été étonnés que, il y ait, des salariés qui viennent en fait sur ces temps et à partir de là, en effet, il y a eu des échanges un peu plus approfondis qui partaient de cette vidéo, mais on a approfondi les sujets et sur ce qui était, hein, le CSE, évidemment pas les dossiers du CSE, mais et ce qui a permis aussi d'éclaircir aussi les choses, par rapport aux salariés. Donc ça a été plutôt il fallait un outil plus ludique. Moi, c'est ma conclusion. Je pense que ça a été une bonne idée. Mmh. Alors, cette vidéo, elle n'est pas disponible en externe, hein. Personne n'aura la chance, mis à part les salariés de l'association, la chance de voir cet exercice artistique mené par Claire et Louise. Nous, direction, on a suivi ça de très loin, puisque ce n'était pas notre rôle, hein, d'organiser l'exercice des candidatures ou en tout cas des prochaines élections, mis à part matériel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la satisfaction d'un nombre de candidats, comme disait Claire, puisqu'on a eu 7 personnes qui ont présenté. Alors, on avait du coup, là, de manière technique rapide, du coup, il y avait 2 postes de titulaires et 2 postes de suppléants sur 2 collèges, puisqu'on est passé d'1 à 2 collèges avec l'augmentation des effectifs. Et il y a 7 personnes qui, du coup, se sont présentées comme candidates, sous forme de liste ou pas de liste, peu importe. En tout cas, voilà, on s'est rendu compte que le profil des personnes, c'était des personnes anciennes, des personnes nouvelles, et en tout cas des personnes qui avaient saisi, au travers des différentes actions qu'ont menées les élus sortantes, de ce qui pouvait se passer et quel était l'intérêt de ce dialogue-là. À partir de là, on a émis quand même un point de vigilance, puisque du coup, 7 personnes candidates, 4 postes disponibles, ça voulait dire forcément des élus et puis forcément des déçus. Et l'idée, ça a été de préciser au CSE sortant qu'à un moment donné, il fallait qu'elle laisse une distance suffisante avec ses candidats et ses salariés pour du coup éviter tout problème de conflit d'intérêts ou tout problème, quoi qu'il en soit, pour le bien fondé de ce dialogue-là et puis de l'organisation d'une élection complètement démocratique. Et ensuite, la demande qu'on a faite, c'est, et ça on ne l'a pas dit, mais c'est d'organiser des élections un petit peu plus vite que prévu, liées au départ de l'élu titulaire qui est parti en congé maternité depuis quelques semaines. On lui fait un coucou d'ailleurs, parce qu'elle va accoucher dans 2-3 jours, et c'est pour ça que Claire l'a remplacée. Voilà. Et du coup, ça a été de leur dire, mais ne laissez pas tous les dossiers en plan, ne laissez pas ce que vous avez organisé, ce que vous avez imaginé depuis le départ, et imaginez quand même une phase de tuilage une fois les élections passées pour que l'équipe en place puisse arriver dans un fauteuil avec non seulement les éléments qui sont la transmission des dossiers et la transmission des dossiers numériques, en tout cas de ce qui s'est passé pendant cette période, mais surtout d'arriver à transmettre cet état d'esprit que vous avez réussi
à mettre en place et à ce climat que vous avez mis en place du côté de la direction comme du côté des salariés pour qu'il y ait une poursuite de ça. Voilà, donc la phase de tuilage, si on doit l'appeler comme ça, on souhaitait à ce qu'elle soit la plus représentative possible de notre souplesse et de notre manière de voir les choses pour que tout se fasse de la meilleure des façons et qu'on évite à tout prix ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était une distinction, une vraie rupture entre deux élections parce qu'on avait en tête que c'est ce qui se passait souvent. Ok. Peut-être, Karine, maintenant je me tourne vers vous puisque vous êtes nouvellement élue au CSE chez Dalir. Dans le cadre de ce renouvellement, comment vous avez été convaincue en fait, de vous présenter aux élections? Pour moi, ce sujet en fait du dialogue social, c'est même plus qu'un sujet en fait, c'est une nécessité. L'accompagnement humain en fait, c'est le métier même du Dalir. Donc finalement, sa valeur ajoutée, c'est l'équipe de salariés, c'est vraiment indispensable de pouvoir faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions de vie au travail possibles pour que derrière ça puisse rejaillir auprès des bénéficiaires. Et puis au-delà de ça, c'est un peu ce que disait Claire tout à l'heure, c'est que cette instance en fait qui est le CSE, c'est pas de la confrontation, c'est plutôt du débat, c'est enrichissant, on est en perpétuelle co-construction, on est une association qui grandit assez rapidement et de la même manière en fait cette instance aussi elle est en capacité en fait d'évoluer en même temps que nous, donc c'est ça que je trouvais plutôt intéressant. Et au-delà de ça, avec cette élection, on a aussi les moyens derrière de pouvoir agir concrètement et dans la continuité de ce qu'ont pu mettre en place Louise et Claire. Aujourd'hui, on est une équipe donc, de 4 élus, donc 2 titulaires et 2 suppléantes. On essaie de représenter en tout cas pas mal de territoires. On a du coup, pareil aussi, des approches plutôt bien distinctes. Mais qui peuvent être complémentaires avec pareil, des contrats de travail différents, des statuts différents, et c'est ça qui fait que ça enrichit aussi un petit peu ces échanges. On a du temps qui peut être consacré au sujet, et tout ça fait que du coup, moi ça m'a en tout cas bien intéressée de pouvoir participer à la construction et puis à la suite et au développement en tout cas de projets à venir sur cette thématique. Merci en tout cas pour ce témoignage très riche de votre parcours de CSE, élu et direction de l'entreprise Dalir, de l'association Dalir. Peut-être sur le dernier temps qui nous occupe maintenant, laisser la place aux questions. Alors, nous avons dans notre liste de questions 4 questions à ce stade-là. Une première qui porte sur la question, alors si je les prends en tout cas dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, peut-être celui de votre expérience sur cette dernière année, si vous deviez formuler, en tout cas apporter des conseils ou formuler des conseils aux nouveaux élus de CSE, puisqu'on est aussi, je dirais globalement, en 2020-2021, on est aussi sur une période de renouvellement massif des instances de représentation du personnel qui ont vécu cette période quand même, cette période assez délicate aussi. C'est plutôt une question d'élu, ça, que de direction. Alors, oui, pardon, j'étais en train de lire la question, je suis désolée. Ça peut être une réponse de direction aussi. Eh bien, quels conseils pourrions-nous donner au nouveau CSE ? Là, comme ça, l'expérience qu'on a eue là cette dernière année, elle a été, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle a été en effet assez atypique puisqu'il y a eu beaucoup d'adaptations, de modulations, etc. Mais en tout cas, il y a des choses aussi, c'est tirer les leçons. Il y a des choses qui vont rester relativement pérennes. Alors au-delà du cadre du cadre qu'on a pu mettre en place sur le nombre de réunions, etc. Mais en tout cas, le conseil au niveau CSE, c'est de garder cette disponibilité et cette écoute qu'il y a eu de façon très intensive là sur cette année.
mais qui est très facilitante et qui rend les choses beaucoup plus sereines dans le dialogue social. Alors, une autre question peut-être plus pratique qui a été posée, c'est avez-vous, alors là encore une fois, en tant qu'élu, avez-vous été formé et ou appuyé sur l'animation des causeries que vous avez mis en place autour de la question du télétravail et de l'accord d'entreprise chez Dalir? Donc plutôt pour Claire, de nouveau. On ne vous entend pas, Claire, je crois. Oui, Mais pardon. pas de Excusez-moi, problème. je vais vous demander de reformuler, s'il vous plaît. Enfin de... Oui, c'était pour l'animation des causeries en fait, que vous avez mis en Oui. place sur le télétravail et Oui. la question porte sur ça, hein, sur les causeries que vous avez mis en place l'année dernière, hein, sur télétravail et accord d'entreprise. Est-ce que vous avez été formé à l'animation de ces causeries? Alors non, on n'a pas été formés. En revanche, ça a été en amont bien préparé, tant d'ailleurs sur la forme que sur le fond, en essayant d'imaginer, ou en tout cas en essayant d'avoir un panel représentatif le plus important possible sur des questions, des échanges, donc l'animation de réunions. Et puis, en prenant en compte aussi, puisqu'on a beaucoup de corps de métier hein, différents, on n'a pas tous les mêmes missions dans l'association. Donc la difficulté était peut-être là d'ailleurs aussi. Et on a essayé vraiment de pouvoir toucher un maximum de personnes, mais on n'a pas été formés. En revanche, on a été, voilà, on a été préparés avec donc oui, les élus titulaires. Et puis, on a échangé en CSE aussi sur cette question des causeries pour qu'elles puissent être évidemment la plus pertinente, parce que l'idée, c'était justement de faire un diagnostic et de mesurer un peu l'état d'esprit par rapport à ces deux sujets. Ok. Peut-être du coup plutôt des questions pour Thibaut sur la pratique innovante hein, que vous avez eues sur les questions de dialogue social au sein de l'association. Est-ce que vous pensez que si le Covid n'était pas passé par là, vous auriez également innové? Ça, c'est la première question du même interlocuteur. Il y en a une autre aussi, qui sont plutôt liées aux élections. Vous indiquez que vous avez eu, en tout cas, est-ce qu'il y a des étiquettes syndicales, en tout cas chez Dalir, ou pas? Voilà. Alors, pour faire une réponse appropriée, effectivement, du coup, en toute franchise, je pense que si la crise de Covid n'était pas passée par là, on n'aurait pas eu un calendrier et un dialogue social aussi intense, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a fait avancer plein de choses, on a fait avancer plein de pratiques, et rien ne vivotait avant, puisque on a témoigné sur le fait qu'on imaginait déjà quelque chose comme une mission qui nous est confiée en tant que direction, et une qualité de dialogue qu'on souhaite la plus stable et la plus positive possible, malgré la croissance de l'association qui ne fait que grandir, et on sait bien que du coup, il y a des choses qui vont de plus en plus nous échapper. Et pour autant, on souhaite garder en ligne de mire que ce dialogue social, ça nous porte beaucoup. On sait dire non, et il faut parfois dire non, mais de manière intelligente, et puis il faut savoir dire oui à certaines choses. Très clairement, du coup, ça nous a fait du bien, cette crise, parce qu'on a avancé sur plein de choses, et il y a plein d'outils qui vont être conservés. On parlait de la vidéo tout à l'heure, et c'est un outil que sous un autre format, dans le sens où ce sera moins régulier, mais on va conserver cet outil-là sur des passages. Peut-être que là, on envisage, avant les vacances, un petit passage en visio pour que tout le monde se voit une dernière fois avant le départ en congé d'été. Sur la question de la représentation des organisations syndicales, alors, de manière très objective, non, il n'y a pas de représentation syndicale. Je ne sais pas si ça facilite ou pas les choses. En tout cas, l'organisation syndicale a toujours été invitée sur les protocoles d'élection, évidemment. On est en capacité de dialoguer si des organisations syndicales nous contactent pour mettre en place des outils communs, pour réfléchir ensemble à des choses, ou parler de notre témoignage
sur différentes organisations. Et puis, on a la chance d'avoir un vice-président qui est représentant d'un syndicat, donc qui est vice-président bénévole, mais qui, sur la question du dialogue social, parfois, on l'interroge, on le confronte à certaines idées pour savoir ce qu'il en pense, savoir quelle est sa vision aussi sur telle ou telle question. Et du coup, alors on n'a pas un dialogue social avec des représentants d'organisations syndicales, des élus, mais on l'a au travers d'un bénévole qui est largement impliqué dans toutes ces questions-là aussi, puisqu'on l'interroge régulièrement. Et pour finir avec la troisième question du même interlocuteur, comme ça on aura fait le tour des questions, de cette question-là. Oui, je crois effectivement, et vous avez raison, il a fallu, il faut passer par des phases critiques ou des phases difficiles où, on l'a bien vu, nous, cette question du renouvellement des élus, du changement de personnes, etc., nous a fait avancer, nous, direction sur quelque chose de très stable, et puis avancer aussi la question qui était méconnue en fait, des salariés qui sont dans notre structure. Ils ne connaissaient pas du tout ni l'intérêt d'un CSE, le fonctionnement d'un CSE. Et le fait d'avoir vécu de plein fouet cette crise avec des élus SCE complètement impliqués, complètement disponibles, et puis à la recherche d'outils et à disposition de l'explication de ces outils, ce que disait Claire tout à l'heure, c'est complètement ça, c'est qu'ils ont pris conscience. Ah ouais, mais en fait, c'est bien, parce que du coup, moi seul, j'aurais pas fait grand-chose, et puis je suis content que quelqu'un ait pu appuyer ou pu réfléchir à toutes ces questions. Merci. Peut-être pour finir, il y a peut-être deux questions qu'on peut grouper. Enfin, en tout cas, alors la place des questions santé-sécurité dans le cadre du CSE, vous l'avez quand même évoqué au travers de notamment la consultation que vous faites en interne sur la qualité du travail. Donc, vous vous alimentez aussi de ces questions-là, me semble-t-il, dans le cadre de votre fonctionnement de CSE, mais peut-être pourriez-vous en dire un peu davantage de comment ces questions santé-sécurité sont considérées. Et puis, une dernière question qui est aussi dans la continuité, est-ce qu'au sein de l'association, il y a des accords en faveur de la préservation de la santé des salariés? Et on en finira là puisque le temps est écoulé. Alors, je ne perçois pas ce qu'il y a derrière la question de la santé-sécurité complètement ou l'axe voulu, mais sur la question de l'évaluation de la qualité de vie au travail, c'est vrai qu'on mène une expérimentation chaque année. D'ailleurs, en utilisant un outil de l'ARACT ou de l'ANACT d'ailleurs sur l'évaluation de la qualité de vie, qui nous permet de stabiliser le dialogue et puis aussi d'avoir des témoignages qui sont nécessairement anonymes du coup. Donc des fois, il y a le pour et le contre, mais des fois, ça facilite un petit peu des échanges qui parfois sont difficiles à mener si ce n'est pas anonyme. Mais en tout cas, ça donne une grande tendance. Et après, sur la conclusion d'accord sur la préservation de la santé, aujourd'hui, ça n'a pas été questionné, mais pourquoi pas l'imaginer dans le calendrier 2022, du coup, qui est en train de se préparer là, sur la prochaine réunion d'ailleurs avec les CSE sur un accord autour de ça, si ça s'avère être une priorité et nécessaire à mettre en place. Très bien. Merci. Peut-être, je ne sais pas, Karine et Claire, des mots complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question spécifique de la santé-sécurité et des conditions de travail au sein d'Alir? Non, je crois que Thibaut a bien résumé les choses. Oui, dans tous les cas, voilà, on partira comme d'habitude en fait, des besoins des salariés et à voir effectivement pour les accompagner au mieux en fonction sur ces thématiques. Très bien. Alors, nous allons maintenant clôturer ce webinaire en remerciant chaleureusement donc, les membres de l'association d'Alir pour leur témoignage et bien sûr en remerciant également nos participants. Vous trouvez là un certain nombre de ressources documentaires qui sont téléchargeables à l'issue de ce webinaire et nous invitons aussi à répondre à l'évaluation qui va vous être envoyée à l'issue de ce webinaire. Un grand merci et à bientôt peut-être pour d'autres webinaires animés par l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci à tous. Merci, à bientôt.